Vous faites bien de choisir la 7 pour vous informer lors de l'information. Bienvenue à la une de l'actualité. La Commission nationale des droits de l'homme a dévoilé dans son rapport de l'exercice 2022 l'état des lieux de la situation sécuritaire et sanitaire dans les entreprises togolaises. Les précisions dans un instant. Et puis la mise en œuvre au Togo par le ministère en charge de la santé avec l'appui du Bureau pays de l'OMS et ses partenaires. La semaine africaine de la vaccination, semaine mondiale de la vaccination est observée chaque année du 24 au 30 avril. L'actualité hors de nos frontières, notamment marquée par un meeting de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire pour voter au référendum du 18 juin prochain sur l'adoption d'une nouvelle constitution, vous le verrez. Et puis le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Godwin Emefiele, a été arrêté dans le cadre d'une enquête peu avoir été suspendue. On y revient dans un instant. Voici pour le menu de ce soir. Tout de suite, le développement. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Les prévisions font cas d'une instabilité de l'économie togolaise pour le compte de cette année. Elle qui est demeurée résiliente au cours de 2022 malgré les multiples crises. Toutefois, ces dernières ne sont pas sans impact considérable sur le commerce qui s'en est d'ailleurs sorti avec une balance déficitaire. Les explications de Cyril Lawson. L'année 2022 a été marquée par une balance commerciale déficitaire pour le Togo, bien que les exportations du pays au cours de la même année aient connu une légère hausse de 21,89% pour atteindre les 900,3 milliards de francs CFA. Elles n'ont pas été suffisantes pour équilibrer la hausse des importations. Toujours en 2022, ces dernières sont passées à 1444,6 milliards contre 1202,7 milliards de francs CFA en 2021, soit une hausse significative de 20%, une croissance principalement due aux fonds déboursés pour l'importation du pétrole au cours de l'année 2022. Alors qu'ils s'établissaient à 162,8 milliards en 2021, ils ont atteint 259,2 milliards, soit près de 100 milliards de francs CFA de plus déboursés en 2022. Ceci à cause de la montée des prix du pétrole sur les marchés internationaux conjuguée à l'appréciation du dollar par rapport à l'euro. Tout ceci a contribué à un déficit de la balance commerciale du pays à hauteur de 514 milliards de francs CFA, soit une hausse de 24% en comparaison à l'année 2021. Cette situation n'a semblé avoir un impact majeur sur l'économie. Pour preuve, le ministre de l'économie et des finances Sani Yaya expliquait lors du Conseil des ministres du 24 mai dernier que l'économie du pays est restée résiliente. Elle devrait également se stabiliser à 4,9% en 2023 selon la Banque mondiale au Togo. La Commission nationale des droits de l'homme a dévoilé dans son rapport de l'exercice 2022 l'état des lieux de la situation sécuritaire et sanitaire dans les entreprises togolaises. Elles étaient 8 à être visitées et les résultats ne sont pas encourageants. Selon la CNDH, c'est une forme de violation des droits de l'homme. La sécurité des travailleurs et leurs questions de santé ont été aussi objet d'enquête pour la Commission nationale des droits de l'homme CNDH dans son rapport d'activité exercice 2022. 8 entreprises sont visitées en avril 2022 pour voir dans quel état sécuritaire et sanitaire se trouvent les employés de ces sociétés. Il s'agit de la nouvelle société des phosphates du Togo SNPT, Amina Togo Sarl, Sivop Togo, Nouvelle Sototol, Société de transformation industrielle de Lomé, STIL, Diamond Cement et Sim Togo. Au terme des visites, il se révèle que les normes sécuritaires et sanitaires ne sont pas respectées dans nombre de ces sociétés. Certaines de ces sociétés ne disposent même pas de structure ou de comité pour s'occuper des questions sécuritaires et sanitaires. Celles qui en disposent ne les rendent pas opérationnelles. Parmi ces sociétés, nombreuses sont celles qui n'ont même pas souscrit leurs employés à une assurance maladie. Sur le plan sanitaire, le traitement des eaux usées n'est pas fait avec soin, ce qui expose les employés aux maladies. Des recommandations ont été faites aux entreprises, chacune en ce qui la concerne. Recommandations transmises au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale de gestion de l'environnement.
La semaine africaine de vaccination et la semaine mondiale de vaccination observée chaque année du 24 au 30 avril. Elle est mise en œuvre au Togo par le ministère en charge de la Santé avec l'appui du Bureau pays de l'OMS et ses partenaires. On en parle dans ce reportage signé Afzal Gandé. En effet, selon l'OMS, environ 33 millions d'enfants devront être vaccinés en Afrique entre 2023 et 2025 pour que le continent atteigne les objectifs mondiaux de vaccination pour 2030, notamment la réduction de la morbidité et de la mortalité due aux maladies évitables par la vaccination. Au Togo, les vaccinations n'ont pas été totales et effectives, ce qui a laissé plusieurs enfants de côté. Afin de se rattraper, des équipes formées de responsables PEV, promotion de la santé, accompagnés des agents de santé communautaires, ont fait le tour des zones à forte résistance et réticence à la vaccination pour sensibiliser et contrôler le statut vaccinal des enfants. Cette campagne de vaccination a démarré avec sa première phase du 5 au 9 juin dernier et a connu la couverture vaccinale de 2 zones dans le Grand Lomé, à savoir la préfecture d'Agoué et celle du Golfe, notamment les localités d'Agouenivé 1 Fiovi, Agouenivé 4 à Aoussazongo, Agouenivé 5 Zopomahe, Segbe Akato, Adakbame Apeme, Adamavo. Pour rappel, la Semaine africaine de la vaccination SAV est une initiative régionale pilotée et coordonnée par le Bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS et mise en œuvre par les pays de la région. Elle a pour objectif, entre autres, d'accroître la sensibilisation des parties prenantes de la valeur de la vaccination, de promouvoir et maintenir la vaccination comme une priorité des politiques et décideurs. Les acteurs du ministère de l'Agriculture, de l'Environnement et de la Santé œuvrent à la mise en place d'un cadre de coordination One Health, une seule santé, et l'élaboration de son fonctionnement, histoire de venir à bout des zoonoses. Les détails sont à suivre dans cet élément. Les zoonoses constituent des maladies infectieuses qui sont passées de l'animal à l'homme. Les agents pathogènes sont de diverses origines et se propagent à l'homme par contact direct, par des aliments, par l'eau ou encore l'environnement. Problème majeur de santé publique, surtout en raison de nos relations étroites avec les animaux dans différents contextes. Ces maladies appellent à la vigilance et à une réponse bien au-delà des actions individuelles, la solidarité multisectorielle et internationale. Le cadre de coordination One Health ou encore Une seule santé, initiative du ministère de la Santé, en collaboration avec ceux de l'agriculture et de l'environnement, avec l'appui de plusieurs partenaires, se veut une approche intersectorielle et internationale permettant de développer des processus, outils et matériels d'orientation afin de renforcer les capacités de prévention, de détecter et de contrôler les zoonoses. À l'occasion d'une conclave, les acteurs des 3 secteurs ont non seulement mené des réflexions sur la mise en place du cadre de coordination, mais ont également pu cerner le règlement sanitaire international RSI 2005, la performance du service vétérinaire, le rôle de l'OMS et de l'Organisation mondiale pour la santé animale et pour finir, élaborer une feuille de route pour une approche conjointe visant l'amélioration des interventions sur le terrain. Nous sommes cette année à mi-parcours de la période fixée pour la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. L'ODD 7 consiste particulièrement à garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables. Objectif qui, loin d'être atteint, puisqu'actuellement, plus de 675 millions de personnes vivent sans électricité dans le monde. Bernard Quinvy s'est intéressé au sujet. Voici ce qu'il nous propose. L'électricité est l'un des facteurs majeurs et irréversibles qui conditionnent le développement économique, social, technologique et culturel de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les communautés ou de tout individu pris isolément. C'est dans ce sens que l'objectif du développement durable ODD 7 consiste à garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable et surtout à atteindre l'accès universel à l'électricité. Mais selon le nouveau rapport de l'Agence internationale de l'énergie AIE et de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, le monde n'est pas en voie d'atteindre ce ODD 7 relatif à l'énergie d'ici à 2030. En effet, 675 millions de personnes vivent sans électricité et 2,3 milliards de personnes dépendent de combustibles nocifs pour cuisiner selon le rapport.
En outre, le rapport indique que la dette croissante et la hausse des prix de l'énergie assombrissent les perspectives de réalisation de l'accès universel à des modes de cuisson propres et à l'électricité. Le rapport indique également que selon les projections actuelles, 1,9 milliard de personnes seront dépourvues de modes de cuisson propres et 660 millions n'auront pas accès à l'électricité en 2030. Hors de nos frontières togolaises, alors que les militaires ont déjà voté par anticipation dans le cadre du référendum, la diaspora malienne en Côte d'Ivoire se mobilise, elle aussi pour à son tour voter au référendum le 18 juin prochain. Une disposition qui devra conduire ou non à l'adoption d'une nouvelle constitution. Les détails. En Côte d'Ivoire, la diaspora malienne se mobilise pour voter au référendum du 18 juin sur l'adoption d'une nouvelle constitution. Au moins 200 à 300 000 Maliens voteront depuis la Côte d'Ivoire et beaucoup d'entre eux sont favorables à une réforme de la constitution. Il s'agit d'une étape importante dans le calendrier du gouvernement malien pour rendre le pouvoir aux civils. Oui, moi, ma position est très claire. Je vais voter et je vais dire oui. Et je le vote le oui. Moi, je suis du Nord. Je suis de Gao. Et particulièrement, je suis à 25 km de Gao. Tous mes parents qui sont là-bas, ils sont morts. On les a volés les bétails. On les tue. On rentre dans les maisons, on les tue. Mais quand les militaires sont venus, je pense que la situation a été un peu exposée. Donc, c'est pour cela que moi, je suis avec les militaires. Le référendum du 18 juin sera le premier vote national depuis août 2020, date de l'éviction de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Des élections sont prévues en février 2024 pour établir un gouvernement civil au Mali. Amadou Toumani Touré aussi, qui est arrivé par un coup d'État en 91, la constitution de 92 a été proposée et adoptée par un président issu d'un coup d'État. Donc, dire que Assimi n'est pas légitime pour proposer une constitution, c'est de la mauvaise foi, je pourrais dire, et ça ne reflète pas la réalité du Mali. La diaspora malienne en Côte d'Ivoire représente 3 millions de personnes et selon les responsables de l'ambassade du Mali à Abidjan, il s'agit de la plus importante diaspora du pays. Godwin Emefiele, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, peu après avoir été suspendu de ses fonctions, est actuellement détenu dans le cadre d'une enquête. Celle-ci porte, selon l'un des porte-parole de Bola Tinubu, sur les services du désormais ex-gouverneur et sur les réformes prévues dans le secteur financier. Les détails. Les services de sécurité nigérians ont arrêté le chef de la Banque centrale du pays. L'arrestation de Godwin Emefiele intervient dans le cadre d'une enquête sur les activités de son bureau, a annoncé samedi l'Agence nationale de la sécurité intérieure. Après près d'une décennie en poste, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria a été récemment suspendu de ses fonctions par le gouvernement du nouveau président Bola Ahmed Tinubu. Emefiele était très critiqué, notamment à propos d'une politique de l'ancien président Muhammadu Buhari, visant à remplacer les anciens billets en naira par de nouveaux, afin de prévenir la corruption lors des dernières élections. Emefiele avait également tenté de se présenter contre Tinubu lors des primaires du parti au pouvoir APC pour être le candidat du parti à la présidence, avant de s'écarter. Le sous-gouverneur de la banque assumera le rôle de directeur en attendant les conclusions des enquêtes. L'inauguration du Tech Park, entendez par là le parc technologique du Cap-Vert, est prévue pour la fin de cette année. L'infrastructure, une illustration de l'ampleur des ambitions numériques portées par le pays, a considérablement pris forme après 6 ans de travaux. 6 ans après le début des travaux, le parc technologique du Cap-Vert, situé à Praia, prend forme. Au cœur de la stratégie numérique du pays, l'infrastructure est située dans la zone d'Achada Grande Frente. Il s'agit d'une zone économique spéciale dans laquelle les entreprises qui y sont installées sont exonérées d'impôts et bénéficient d'autres avantages fiscaux. L'inauguration est prévue pour la fin de l'année. Cette construction s'inscrit dans le cadre d'une vision majeure du gouvernement du Cap-Vert visant à diversifier notre économie qui repose sur le tourisme. Il s'agit d'un investissement qui rapportera beaucoup au Cap-Vert car notre objectif est de préparer nos jeunes à travailler dans ce secteur prometteur aujourd'hui et à l'avenir.
La zone économique spéciale de 50 hectares est installée près de l'aéroport international Nelson Mandela de Praia. L'objectif de ce tech park étant de rivaliser avec d'autres zones franches dans le monde comme celle de Madère. Le projet, situé à l'entrée de la ville de Praia, a la capacité d'accueillir une trentaine d'entreprises du secteur public au secteur privé, liées aux technologies de l'information. La combustion du charbon de bois est un sujet controversé en Ouganda. Dans la région septentrionale du pays, plusieurs habitants sont contre cette pratique, dont dépendent pourtant beaucoup, mais qui contribuent à accélérer la désertification. Dans le nord de l'Ouganda, les habitants se retournent contre la combustion du charbon de bois. La pratique séculaire, lucrative et destructive, le pays risque la désertification à cause de l'abattage incontrôlé des arbres. Le principal fournisseur de charbon de bois du pays, le district de Gulu, est depuis longtemps le théâtre d'une destruction continue des forêts. La sécheresse que nous connaissons dans le nord de l'Ouganda et surtout dans notre district est due à cette destruction. On se rend compte que ces gens qui détruisent cet environnement ne sont pas d'ici. Ils font cela sans se soucier de laisser de la végétation, comme vous pouvez le voir. L'Ouganda a longtemps lutté pour protéger ses forêts au milieu d'une explosion démographique qui alimente la demande en charbon de bois, perçue comme une énergie bon marché. Il est également la seule source de revenus pour de nombreuses familles venues des grandes villes. Nous sommes venus de Kampala pour brûler du charbon de bois ici. Malheureusement, ce sont les locaux qui nous vendent les arbres qui se retournent contre nous et demandent aux agents de sécurité à détruire le charbon de bois. Nous étions au chômage. Aujourd'hui, nous dépendons de cette activité pour subvenir aux besoins de nos familles. La production de charbon de bois persiste malgré l'ordonnance présidentielle ainsi qu'une loi contre le changement climatique, habilitant les autorités locales à réglementer les activités nuisibles. J'ai mobilisé tous les jeunes de la région pour arrêter tout camion transportant du charbon de bois, sans blesser ni battre personne, ni brûler les camions, juste ramasser le charbon de bois et laisser partir les gens. Le gouvernement était surchargé dans toute la région et nous avons réussi à rendre cette pratique risquée. Vous pouvez parcourir 100 km. Vous ne trouverez aucun camion transportant du charbon de bois. Mais auparavant, un week-end comme celui-ci, il y avait de 500 à 1000 camions. Selon un rapport de 2018 de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la dépendance au charbon de bois et au bois de chauffage est la plus élevée en Asie et en Afrique. Certaines villes africaines dépendent presque entièrement du charbon de bois pour la cuisine. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et l'Agence d'aide internationale du gouvernement américain a annoncé tour à tour la suspension partielle et immédiate de l'aide humanitaire en Éthiopie. Ces décisions prises à la suite de soupçons de détournement de livraison a été critiquée par le porte-parole du pays ce samedi. Retour sur les explications. Les décisions des États-Unis puis du Programme alimentaire mondial de l'ONU de suspendre leur aide alimentaire à l'Éthiopie punit des millions de personnes, a critiqué ce samedi le porte-parole du gouvernement éthiopien. Jeudi, l'USAID, l'agence d'aide internationale du gouvernement américain, avait annoncé la suspension de son aide alimentaire en dénonçant une opération généralisée et coordonnée de détournement de cette aide. Pour les mêmes raisons, le PAM a annoncé cesser temporairement l'aide alimentaire, tout en affirmant que l'assistance nutritionnelle aux enfants, femmes enceintes et allaitantes, les programmes de repas scolaires et les activités de renforcement des agriculteurs et éleveurs continueraient sans interruption. Selon les dernières estimations de l'ONU, 20 millions de personnes, soit 16% des Éthiopiens, dépendent de l'aide alimentaire. Hors du continent africain, en France, un couple britannique et ses 2 filles ont été pris pour cible samedi dernier par des tirs d'armes à feu. Une fillette de 11 ans a été tuée alors qu'elle se trouvait dans le jardin familial et son père a été grièvement blessé. Selon le procureur de la République de Quimper, le principal suspect est un voisin des victimes. Il s'agit d'un Néerlandais âgé de 71 ans. Pour le moment, les raisons de cet acte ne sont pas encore connues, mais le parquet évoque la piste d'un conflit de voisinage autour d'une parcelle de terrain
avoisinant les propriétés en cours depuis quelques années. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur la télé des 7 merveilles.